Et salut à tous, bande de mélanchonistes ainsi qu'individus de tout ordre politique, on s'en fout et bienvenue dans Ciné Riders, chaîne réputée à l'international notamment grâce à l'excellence du contenu vidéo proposé, ayant déjà atteint le seuil faramineux des 47 abonnés. Un record à ce jour inégalé dans le monde du YouTube français. Mais si on est là, c'est pas pour faire de l'auto-érotisme sur les statistiques de notre chaîne, mais bien pour vous parler de cinéma, d'un sujet dont vous n'avez que foutre, les effets spéciaux. Si je vous parle de la jeunesse des effets spéciaux au cinéma, automatiquement, là, tout de suite, vous pensez à quoi? Ah bah Matrix. Non, calme-toi, ça se passe quand même un petit peu avant. Ah donc Jurassic Park. Ok, d'accord. Je faisais bien évidemment allusion au film de Georges Méliès, officiellement reconnu comme l'inventeur des trucages au cinéma et dont Martin Scorsese d'ailleurs rendu un petit hommage sympathique dans Hugo Cabret. Mais revenons un peu dans le passé grâce à un splendide effet de flashback pour montrer qu'on a le budget. Alors qu'il mène au départ une vie de simple magicien, la vie de Georges bascule lors d'une projection publique des Frères Lumière où il prend conscience du potentiel d'une telle technologie. Alors que bon, à côté, les Lumières, ils en avaient un peu rien à foutre car selon eux, je cite, le cinéma n'a aucun avenir commercial. Dans le genre prédiction un peu foireuse, ça se pose là, juste à côté du calendrier Maya et des interventions de BHM. En dépit de nombreuses dissuasions de la famille Lumière, Méliès croit dur comme fer à son projet et ne voit pas le cinéma comme un simple phénomène de foire. Il décide donc d'acheter un isolatographe. Non, par contre, les thermographes, on arrête. On a déjà eu 3 cas d'arrêt vasculaire cérébraux sur la dernière vidéo, donc la gestion des cadavres, ça coûte cher. Donc voilà. Bon ok d'accord, je disais, Méliès achète des objets compliqués pour commencer dans le monde du cinéma et fonde même sa boîte de production au rang calme, la Starfilm. C'est à partir de 1896 que Méliès se lance dans la réalisation de plusieurs dizaines de films par an. Mais il faudra attendre 1902 pour qu'il réalise son chef-d'œuvre, sa masterpiece, le film que tout le monde a entreaperçu au moins une fois, Le Voyage dans la Lune. Malgré ses airs de psychopathe déguisé en tarte au citron, ce faciès lunaire est devenu emblème de tout un genre puisque Le Voyage dans la Lune constitue le premier film de science-fiction de tous les temps. Et ouais, rien que ça. On constatait déjà une très grande inspiration de l'œuvre de Jules Verne, non seulement en ce qui concerne le postulat de départ, mais aussi dans l'esthétique qui sera semblable dans la plupart des films à atmosphère steampunk. C'est-à-dire le futur tel qu'il était imaginé au début du XXe siècle, et négligeant donc certaines inventions primordiales du monde de demain comme Internet, Siri ou les cafetières Nespresso. C'est le mouvement rétro-futuriste. Enfin bref, là où ce film a mis tout le monde d'accord, c'est bien sur le plan des effets spéciaux absolument révolutionnaires pour l'époque. Entre les expositions doubles, l'utilisation des maquettes et les animations image par image, tout dans ce long métrage était de l'ordre de la claque visuelle et les méthodes citées précédemment deviendront des standards dans l'illusion au cinéma. Ah, l'expressionnisme allemand, l'époque où les peintres se shootaient à l'héroïne pour nous faire des visages tout ressortis des cauchemars d'un enfant abusé par son oncle. Mais il faut savoir que ce mouvement a aussi inspiré de grands films comme Metropolis de Fritz Lang sorti en 1927, aujourd'hui considéré comme une œuvre culte par bon nombre d'intellectuels renommés de l'Institut des philosophes correctement instruits. Pour concrétiser un film de science-fiction aussi ambitieux, la création de nouveaux procédés techniques était donc nécessaire. On pouvait donc compter sur notre cher Eugène Schoftan, qui n'était pas avant en bonne idée grâce à son jeu de miroir qui permettait de mélanger maquette et prise de vue réelle. Finalement, tout cet investissement a abouti à un long métrage réellement impressionnant avec une esthétique pour la moins originale. 6 ans plus tard, les États-Unis connaissent la naissance d'un personnage qui deviendra rapidement un symbole de la culture populaire. King Kong. C'est le premier film à utiliser d'une façon aussi ambitieuse la technique du stop motion. En témoigne ce singe plus vrai que nature qui se déplace avec une fluidité encore jamais vue pour l'époque. À la vue du long métrage, le jeune Ray Harryhausen est émerveillé par la qualité de ses animations en volume et décide donc de se lancer lui-même dans le domaine des effets spéciaux. Autant dire qu'avec lui, le cinéma a connu quelques prouesses techniques. Entre Jason les Argonautes, l'île mystérieuse, le choc des titans ou encore la trilogie Sinbad, Harryhausen marque clairement l'apogée de l'animation image par image avec des rendus toujours plus saisissants et réalistes. Alors aujourd'hui, même si on n'y croit plus une seule seconde, il faut admettre que ce procédé conserve toujours un charme intemporel. Et c'est pour cette raison que dans le secteur de l'animation, la société Hardman ou encore le réalisateur Henry Selick y ont toujours recours avec brio. Bon, en attendant, on parle pas mal de ce qui s'est passé au ciné, mais qu'en est-il du petit écran? Bonne question ça. Bah oui, c'est une bonne question. L'année 1966 est marquée par la naissance de Star Trek, une série qui deviendra tout simplement un standard dans le monde de la science-fiction grâce à son univers riche et ses personnages charismatiques. Malgré son budget pas spécialement élevé, les effets spéciaux parviennent tout de même à surprendre avec cette magnifique maquette de l'Enterprise qui est voulue à travers des travelling de toute beauté, sans parler des effets de téléportation imaginés à la base pour éviter des scènes d'atterrissage trop complexes, mais qui deviendront finalement cultes. A noter que le film a été pas mal inspiré par l'univers du film Planète Interdite avec l'indémodable Robbie le robot, un des androïdes les plus célèbres du cinéma, notamment grâce à son charisme proche de celui d'un Kinder Surprise. Alors que la série Star Trek passait peu à peu de rang de simple série B à celui de phénomène mondial, un certain réalisateur s'apprêtait à sortir un film qui le ferait entrer à la postérité. Un film qui en a fait chier certains, mais qui n'a de toute évidence laissé personne indifférent. Un film qui signa une nouvelle ère dans le genre du space opéra. Je parle bien entendu de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Cette œuvre contemplative à la richesse inestimable et au symbolisme omniprésent brille autant par son fond que par sa forme grâce aux effets spéciaux de Douglas Trumbull, aussi connu pour être le réalisateur de Brainstorm avec Christopher Walken, l'acteur qui fait Yamakasi sur de la musique électro. Enfin bref, Douglas a par exemple inventé l'effet du slit scan qui permet l'effet de distorsion lors de la feinte tellement fofolle et burlesque. Mais il a surtout conçu les maquettes qui ont bénéficié d'un tel souci des détails que les vaisseaux paraissent tout à fait vraisemblables même pour nos pupilles devenus blasés à coups de Transformers ou de World War Z. En parlant de Transformers, ne vous êtes-vous jamais demandé quel était le premier blockbuster de l'histoire? Ce genre de film sur lequel Hollywood mise des millions pour espérer en récolter des milliards avec plus ou moins de succès. Il se trouve que c'est ce
ce bon vieux Steven Spielberg qui le réalisa en 1975 avec Les Dents de la Mer qui malgré son budget de 9 millions rapporta 450. Joli bénéfice pour Universal qui décida de faire de Spielberg un homme de confiance. En tout cas, le requin robotisé du film contribue grandement à la popularisation de l'animatronique, puisqu'il est constitué d'un bras replié sur 9 mètres de long. Le procédé sera repris par quelques productions à succès telles que Gremlins ou Aliens. Petite anecdote sympathique, à un moment du film, l'acteur Richard Dreyfuss est doublé par un nain afin de rendre le requin encore plus imposant qu'il ne l'est déjà. Plutôt astucieux. Pour contraster avec la lenteur et le réalisme de 2001 l'Odyssée de l'espace, George Lucas réalise le premier Star Wars qui fit un carton phénoménal au box-office, avec des effets spéciaux bluffants mis au service de l'action. Tout ce dynamisme inhérent à la trilogie est possible grâce au Dijkstraflex réalisé par John Dijkstra, un des cofondateurs d'ILM, qui permet de suivre plus facilement des maquettes grâce à des ordinateurs. Et puis voilà, Star Wars c'était avant tout un film d'aventure bon enfant qui réussissait à condenser et à perfectionner de très nombreuses techniques d'effets spéciaux. D'où le fait qu'il soit facilement resté dans les mémoires en tant que pionnier en la matière. L'année d'après correspond à la première adaptation d'un super-héros sur grand écran, Superman de Richard Donner. Sa principale innovation réside dans l'idée d'avoir placé un acteur devant un fond vert pour donner l'illusion que ce dernier vole. Et malgré des effets spéciaux paraissant un peu kitsch aujourd'hui, cela n'a pas empêché au film de décrocher un Oscar dans cette catégorie. Quel talent! Bon, depuis tout à l'heure on évoque tout ce qui tourne autour des effets spéciaux mécaniques, mais si vous êtes un minimum observateur et perspicace, vous aurez remarqué que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur nos écrans actuellement. Il s'agit aujourd'hui d'effets spéciaux numériques. Grâce à la démocratisation des ordinateurs, certains créateurs s'emparent de la technologie et décident de le mettre à contribution du cinéma. C'est le cas de Steven Lisberger en 1982 avec Tron. En plus de concevoir un univers entièrement virtuel, Tron est le premier film à utiliser des images de synthèse, ce qui en fait automatiquement le pionnier d'un nouveau genre. Il reste malgré tout un film trop avant-gardiste dont l'identité visuelle déroute la plupart des bons citoyens. Fait intéressant, Tron n'a même pas été nominé à l'Oscar des effets visuels car l'utilisation d'ordinateurs totalement novatrices était interdite à l'époque. Une règle qui n'est curieusement pas restée dans les coutumes. Et l'Oscar des effets spéciaux est donc attribué à Gravity. Non, désolé, ils ont utilisé des ordi. Ouais, y a plus le droit? Eh bah non. Alors ok, alors attendez, d'accord. Sinon nous avons aussi le Hobbit. Ça marche pas. Iron Man 3 éventuellement. Non plus. Le Star Trek 2. C'est pareil. Alors sinon nous avons l'élève du Cobu. Ah oui, tiens, pourquoi pas. D'accord, on fait ça? Allez. Et l'Oscar des meilleurs effets spéciaux est donc attribué à l'élève du Cobu pour ses fabuleuses cascades en bicyclette. Malgré les images de synthèse plutôt impressionnantes que Tron nous offrait pour l'époque, on n'avait jamais encore vu de personnages animés à l'aide de ce procédé. C'était sans compter le secret de la pyramide de Barry Levinson, où l'on apercevait durant quelques secondes un chevalier vitrail entièrement modélisé en 3D grâce aux équipes d'ILM. Et comment faire une émission sur les effets spéciaux sans parler de James Cameron, dont chaque film relève de l'exploit technique? Alors qu'il avait déjà épaté un peu tout le monde avec Terminator et Aliens, il réalise en 1989 son œuvre la moins connue, mais probablement la plus personnelle, Abyss. On y découvre pour la première fois de l'eau créée par image de synthèse qui permet aux infographistes de contrôler ce pseudopode à leur guise, pour un résultat grandiose. Cette technique servira justement de base pour le prochain film de James, Terminator 2. Il s'agira cette fois de concevoir un personnage virtuel plausible, et rares sont ceux qui s'y étaient risqués avant. L'équipe décide donc de peindre une grille sur la surface du corps de l'acteur afin d'y filmer différents gestes et de reconstituer le puzzle sur ordinateur. Pour la première fois, la motion capture était utilisée de manière réussite au cinéma. Mais s'il y a bien un film qui marqua véritablement la transition entre effets spéciaux mécaniques et numériques, qui resta gravé dans les mémoires au point de rester culte pour toute une génération, c'est bien Jurassic Park. La valeur sûre des studios Steven Spielberg revient sur le devant de la scène avec un budget de 63 millions de dollars pour créer un film aux ambitions sans précédent. On y découvre un parc d'attractions peuplé de dinosaures qui prennent vie grâce à l'animatronique conçue par Stan Winston et aux images de synthèse toujours créées par ses incorrigibles d'ILM. Le film sort en salle en juin 1993 et les spectateurs sont émerveillés par la crédibilité de ces animaux artificiels. Pour aboutir à un tel résultat, il aura fallu sculpter des dinosaures filmés image par image pour ensuite les transférer sur ordinateur. Autant dire qu'on était déjà loin du mec avec son déguisement Toys R Us dans Godzilla. Je suis méchant. Je suis extrêmement méchant. Les images de synthèse devenant la mode, il est monnaie courante d'en abuser, et c'est exactement ce que fait Matrix des frères Wachowski. Mais quand on évoque ce film, c'est surtout la technique du bullet time qui vient à l'esprit. Vous savez, lorsque l'image exécute un mouvement avec un ralenti extrême, il est créé grâce à une multitude d'appareils photo disposés autour de l'action qui, déclenchés un par un très rapidement, donne l'illusion du mouvement. L'effet existait déjà, mais ce sont bien les Wachowski qui l'ont nommé bullet time en référence à la scène où le procédé est utilisé. Depuis sa parution en 1954, Le Seigneur des Anneaux a toujours été considéré comme une œuvre inadaptable en film live et personne ne s'y était risqué avant Peter Jackson en 2002 qui offre au monde le premier opus d'une trilogie déjà culte. La démocratisation des images de synthèse n'y était pas pour rien et elle a permis à la société Weta de concrétiser les batailles épiques et l'immensité des décors décrits dans le roman. La sortie du second opus enfonça le clou avec la motion capture faciale de Gollum effectuée par Andy Serkis qui nous gratifie d'une performance incroyable en termes d'émotion pour un simple personnage 3D. Il réitérera d'ailleurs le coup en prêtant ses traits à King Kong dans le remake de 2005. Alors que les effets spéciaux s'amélioraient un peu chaque année sans pour autant subir de grands chamboulements, James Cameron façonnait dans son coin la bombe qui allait modifier la face du monde et bouleversifier l'état mental de la population. Avatar.
Tous les visuels de ce film s'inscrivaient dans la magnificence, avec un Pandora plus vrai que nature et des navis carrément expressifs. Le film s'impose alors rapidement comme une référence malgré son scénario aux fraises, aux oranges et tout le reste de la salade de fruits. A noter qu'Avatar possède le budget cinématographique le plus élevé de tous les temps, mais c'est à peine bizarre quand on connaît les légers débordements de Cameron. Titanic a par exemple coûté plus cher que la construction du vrai bateau à l'époque, mais la Fox a largement pu rembourser les frais. Et pour finir, parlons de Gravity, fraîchement récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il est assez drôle de savoir que le film le plus immersif et envoûtant de ce début d'année a été tourné dans un cube de 3 mètres sur 3 appelé la Lightbox. Les panneaux composés de petites LED sont disposés dans la paroi intérieure, ce qui permet d'offrir un éclairage encore jamais vu au cinéma. Et malgré cette réalisation en huis clos, on ressent cette atmosphère d'infinité qu'on pourrait nous-mêmes retrouver en flottant dans l'espace. Pour résumer, l'avancée des effets spéciaux se fait de manière exponentielle, rien qu'à voir les dernières productions Marvel. Et à l'heure où il semble presque impossible de faire mieux, des ingénieurs de talent travaillent probablement sur des projets novateurs dont nous sommes encore très loin de soupçonner l'existence. C'est beau comme fin ça. Ouais, je sais. Sinon, t'aurais pas des trucs d'effets spéciaux qu'on pourrait utiliser dans la vidéo, histoire qu'on soit un petit peu dans le thème, etc. Ah ouais, des effets mécaniques avec un levier, un bouton et ouais. tout. Ah ouais, hier je suis allé chez Eka et j'ai acheté un détonateur pyrotechnique pour générer des combustions à distance. C'est excellent ça. Ah Comment ouais, ça marche c'est trop le truc? bien. Donc là, attends, il y a la notice. Ouais. Voilà. Bah, tu sais, Simras, je me disais, ça fait quand même 6 mois déjà Ouais. qu'on a commencé les vidéos, qu'on est dans un mode de pensée très humble, sans même se douter du succès planétaire, retentissant que ça allait avoir. Et je me suis dit que sans toi, clairement, bah, je peux aujourd'hui affirmer qu'elles auraient clairement pas la même saveur. Merde. Oh, je suis dans l'âme. Ok. Bah allez, hein. Donc non. Mais putain, c'est une blague. Ah oui, c'est bon. Oh, mon exemple.